Qu'est-ce que représente la chambre des experts spécialisés pour vous? Alors déjà, la chambre, la CNES, pour moi, ça a toujours été une chambre qui... je regardais les catalogues de vente aux enchères quand j'étais plus jeune, je voyais déjà des experts membres de la CNES et je trouvais que c'était déjà un titre d'excellence. Et, et je ne pensais pas pouvoir, si vous voulez, me rapprocher de la CNES. Dans cette période de ma vie, si vous voulez, moi je suis un collectionneur depuis plus de 20 ans, j'achète de la photographie, j'ai acheté du design, j'ai acheté pas mal de choses très différentes. Mais me tourner vers l'expertise, même si c'était une idée pour moi que j'avais en tête, m'y tourner si vite, je ne le pensais pas. Et j'ai rencontré quelqu'un de fantastique, qui s'appelle Monsieur Paul Benaroche. Et c'était une vraie rencontre, une personnalité rare et avec beaucoup de connaissances et de modestie. Et on a échangé, on a discuté et on s'est retrouvés dans nos passions, dans notre volonté d'apprendre, d'échanger. Voilà. Et Paul est à la CNES depuis longtemps. Et il m'a dit tu devrais postuler à la CNES. Et j'y suis allé en courant, en pleine période Covid. Donc c'était très compliqué pour passer un examen, à moitié dans le sud, à moitié à Paris. J'ai réussi. Et c'est souvent comme ça pour moi. C'est toujours un peu compliqué les étapes de ma vie. Mais j'y arrive. Voilà. Donc c'est pour moi une chance d'être à la CNES et vraiment une fierté. Voilà. Je suis élève expert. J'espère bientôt être expert membre. Quels sont les principaux écueils à éviter en ce qui concerne la photographie contemporaine? Comme dans toute expertise, c'est la précipitation. Je crois qu'il faut prendre son temps. Je crois qu'il faut vraiment étudier son sujet. La problématique avec la photographie contemporaine, c'est que de toute façon, on s'attend à avoir une image en bon état. Et une image en bon état peut être encore plus facilement copiable. Voilà, parce que la patine du temps n'est plus une problématique à reproduire. Et donc voilà, c'est peut-être ça. Voilà. Alors pour illustrer le propos, vous avez choisi une photo de Nan Goldin. Oui. Pourquoi? Alors écoutez, Nan Goldin, c'est une photographe qui me touche énormément. Et j'ai choisi cette photo parce que c'est une des premières photos, à vrai dire, que j'ai achetées il y a une vingtaine d'années. Et j'ai une relation particulière avec cette œuvre, avec cet artiste et avec l'artiste qui est pris en photographie. Cette photo porte le titre David Wojnarowicz at Home. Elle est datée de 1990. David Wojnarowicz, c'est cet homme que vous voyez ici. C'est un artiste très connu, surtout en ce moment. Il est vraiment mis sur le devant de la scène dans de nombreuses expositions de par le monde. Mais il est décédé. Il est décédé 2 ans après que cette photo a été réalisée. Alors, cette photo a été réalisée donc par Nan Goldin. Nan Goldin est une photographe américaine très connue, qui fait partie de toutes les collections muséales. Elle est née en 1953 aux États-Unis, à Washington, et puis après elle s'est déplacée à New York. Et très tôt, dans les années 70, elle a fait beaucoup de photographies. Il y a beaucoup de photographies dans le milieu LGBT qu'elle fréquentait. Et elle a immortalisé sa famille, ses amis, cette famille qu'elle a construite dans ces années-là. Donc de fin 70, enfin milieu 70 jusqu'aux années 90. Alors cet ensemble qu'elle a réalisé, ça s'appelle, il porte un nom. Il s'appelle The Ballad of Sexual Dependencies et il est composé de plus de 800 épreuves, 800 images. Alors c'est vraiment une très très grosse production sur cette série. Et au tout début, elle ne pouvait pas exposer cette production. Parce que d'abord, c'était beaucoup de tirages, ça coûtait cher, mais aussi parce que le sujet était assez... comment dire, il n'était pas attendu. On ne voulait pas forcément montrer des images d'une Amérique qui sortait un peu du cadre. Et elle-même a une enfance particulière. Elle a perdu sa sœur très jeune, sa grande sœur, elle s'est suicidée. Et elle a toujours eu une volonté de recréer par ses photos une sorte de famille. Donc cette balade, qui comporte ces 800 tirages, a été projetée
en fait lors d'expositions. Et c'était des expositions qui étaient dans divers lieux et accompagnées de musique. Voilà, donc en fait c'est une balade, on rentre dans cet univers et chaque exposition était différente. Il n'y avait jamais les 800 photographies et c'était des sélections particulières à chaque fois. Voilà, jusqu'au moment où en fait la carrière de Nan Goldin a vraiment explosé et ces photographies ont été tirées et sont, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui dans les plus grands musées du monde. Voilà. Alors qu'est-ce qui rend cette photographie particulière, hormis l'affection que vous lui portez? On est totalement dans ce qu'a voulu faire Nan Goldin, c'est-à-dire sauver quelqu'un qui lui était cher, pour ne pas avoir de nostalgie en réalité, et pouvoir les garder avec soi. Et cette photographie qui a été prise en 1990, David Wojnarowicz avait le sida, il est décédé 2 ans après, donc cette épreuve et la date de décès est très très proche finalement. Cette photo a été faite chez David Wojnarowicz. Et cette tête-là que vous avez ici est en fait le squelette d'un éléphant. Et David Wojnarowicz a beaucoup travaillé, c'est un artiste polymorphe, il a travaillé sur le dessin, beaucoup de vidéos, et de la photographie. Et il a été l'amant de Peter Huard, qui est un très grand photographe. Il y a eu une exposition au Jeu de Paume dernièrement sur le travail de Peter Huard, et de nombreux portraits. David était représenté. Donc ce qui m'intéresse dans cette photographie, c'est le fait d'avoir plein de symboles de mort sur une photo et en même temps une intensité dans un regard qui crée vraiment une communication avec le regardeur, le spectateur. On est vraiment en contact, enfin je me sens totalement en contact avec ce travail. Voilà, ici on a un squelette d'éléphant, on a un fond rouge très dense, bon le rouge c'est la couleur de l'amour, mais du sang aussi. Puis on a cet artiste qui fume jusqu'à la dernière partie de sa cigarette, donc peut-être aussi la dernière partie de sa vie. Il la consume, il la brûle et il nous regarde dans les yeux. Et c'est un peu un miroir peut-être. Il y a une série, un livre de Nan Goldin qui s'appelle d'ailleurs « Je serai ton miroir, I'll be your mirror ». C'est très frontal. Le travail de Nan Goldin est très frontal et il y a beaucoup de chaleur dans les tonalités. Je vous parlerai tout à l'heure de la technique justement. C'est une technique particulière parce que ce sont ce qu'on appelle des cibachromes. Donc un cibachrome, c'est un papier photographique qui, à la différence des papiers photographiques qu'on a pu rencontrer ou que tout le monde connaît, ce sont des papiers blancs en fait et qui sont photosensibles et qui réceptionnent une image à partir d'un négatif. Le cibachrome, lui, est un papier qui est très brun, très foncé et qui n'est pas vraiment en papier, c'est de l'acétate, c'est un peu comme du plastique, il est composé de 9 couches en fait, de colorants et de résine. Et il reçoit une image positive, donc comme celle qu'on peut voir sur des diapos qu'on a tous eu dans notre enfance. Il reçoit une image positive, il la retransmet de manière positive. Il n'y a pas l'étape négatif, mais positif. Donc c'est un agrandissement, c'est la dimension classique des tirages de ces années-là, des années 90 pour Nan Goldin, c'est 30-40 inches, donc ça fait 69 par 100 cm. Les tirages des années 70 sont connus comme des tirages plus petits. Voilà. Et donc je voulais vous parler du cibachrome parce que le cibachrome n'existe plus depuis 2013. Voilà, on a arrêté la production de cibachrome depuis 2013, mais en revanche, il reste quelques stocks. Donc certains peuvent parfois avoir la possibilité de faire des cibachromes, mais à l'heure où je vous parle, je ne sais pas s'il en reste encore vraiment. Je sais que ça l'a été pendant un moment en tout cas. Et ce qu'on peut remarquer dans le cibachrome, et ce qui donne cette intensité aussi dont je vous faisais part tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de blancheur dans les couleurs. C'est-à-dire que si vous avez des tonalités blanches, elles sont très très blanches. Si vous avez des tonalités rouges, elles ne sont pas atténuées. Et dans le temps, elles ont aussi une durabilité. Elles restent très très long. Au niveau de la conservation, le cibachrome est quelque chose qui perdure et qui est très très stable. Ces épreuves-là ont été produites à 25 exemplaires, alors elles ne sont pas toutes tirées. Et comment est-ce que cela se passait? C'est-à-dire que Nan Goldin décidait de tirer un certain nombre
d'épreuves? Est-ce qu'elle avait une galerie, un agent? Enfin, comment est-ce qu'il y a une traçabilité? Est-ce qu'il y a une traçabilité Oui. des tirages? Oui. Alors tous les tirages sont numérotés, datés et signés au verso. Elle a été supportée par la galerie Matthew Marks à New York, une très très grande galerie, pendant de longues années. Et ce sont des épreuves qui sont très connues. Donc si vous voulez, la numérotation, elle se fait au moment où les œuvres sont demandées en fait pour la vente. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des tirages qui ne sont pas épuisés. Quel a été votre parcours pour obtenir cette image-là? Est-ce que ça a été difficile, facile? C'est un concours de circonstances. Je cherchais une photo de Nan Goldin. À vrai dire, je ne cherchais pas celle-là. J'en cherchais une autre, qui était un peu plus particulière, qui était très différente en fait, et qui était beaucoup plus dynamique dans la composition. Et on m'a proposé celle-ci. Et en réalité, cette photo m'a tout de suite parlé, parce que cet artiste-là, dont j'avais oublié le nom, c'était quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps. Parce que quand j'étais au lycée, j'étais avec plein d'amis qui étaient très en recherche de culture, etc. On se passait tous nos VHS, nos vinyles, nos CD. Et un de mes amis, un jour, m'a prêté une VHS qui s'appelle Hardcore. C'était une série de films expérimentaux. Et les artistes qui étaient présents sur cette vidéo sont tous les artistes qui ont créé l'underground new-yorkais des années 80-90. Donc on a David Wojnarowicz, on a Sonic Youth en musique, on a Long Leg, on a Lydia Lunch. Et ma toute première photo que j'ai achetée, c'est une photo de Lydia Lunch, figurez-vous. Et donc, quand j'ai vu cette photo et j'ai vu David Wojnarowicz, je me suis dit, bon, c'est celle-là. Et en réalité, toute cette relation, pour moi, c'était presque écrit finalement. Il fallait que j'aie cette photo. Voilà.